Nous allons commencer la 4e séance scientifique. S'il vous plaît. Monsieur le ministre, vous êtes toujours avec la consul. J'arrive tout de suite, Monsieur le Merci. Président, et mille excuses. Pas du tout. Alors, la 4e séance scientifique, elle est titrée Vers un équilibre entre croissance économique et sauvegarde de la planète, point d'interrogation. Nous commençons avec le professeur Zeynep Benanar Mamlouk qui est... Oui. Oui. Alors, Monsieur Atem Bouriel, écrivaine et journaliste, bonjour à vous. Bonjour madame, comment allez-vous? Quel plaisir de vous voir. Merci, pareillement. Je regrette que vous ne êtes pas parmi nous, mais c'est la même chose. Okay? Oui. Alors, je suis de tout cœur avec vous. Monsieur Bourial, à vous la parole. Merci. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Mesdames et Messieurs. Je vais essayer, dans le cadre de cette réflexion sur la mondialisation sur fond de pandémie, sur le sursaut des États et sur le devenir notamment, essayer de vous présenter quelques brèves réflexions. Ces réflexions se mettent dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler l'apparition d'acteurs massifs comme la Chine, l'Inde ou le Japon. Et ces acteurs massifs sont en train d'entraîner une chaîne globale de production qui est nouvelle avec d'autres enjeux géopolitiques ou géoéconomiques. Il est intéressant de se pencher par exemple sur ce concept de route de la soie dont on entend parler de plus en plus et également sur ces différentes routes économiques qui nous démontrent qu'il existe aujourd'hui une réflexion à partir de l'Asie sur l'espace économique global, notamment sur l'espace qui se trouve en Afrique, en Europe et également en Asie centrale. Donc nous allons essayer dans cette brève communication de vous présenter la signification de ces routes, mais également d'ouvrir quelques pistes en prenant exemple sur le TICAD, c'est-à-dire la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, qui est appelée à se tenir en Tunisie en 2022. Donc, posons d'abord cette notion de route de la soie, de ces routes anciennes qui sont en train de revenir sous une forme virtuelle et également sous la forme de chemins qui sont ouverts par des économies en montée vers d'autres économies qui sont en attente d'investissement. Et effectivement, nous pouvons constater ce mouvement aussi bien en Asie centrale, qui était le berceau historique de ces routes de la soie, qu'en Europe, notamment avec les ports de Thessalonique, qui est un exemple intéressant de ces ouvertures vers l'Asie, et aussi l'Afrique qui est un acteur pour le moment potentiel et un acteur qui va s'ouvrir vers ces économies asiatiques. Donc notons d'abord que le TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement d'Afrique, existe depuis 1993 et que ce sera en Tunisie en 2022 la deuxième fois que cet important forum sera organisé dans un pays africain. La première fois, c'était au Kenya. Ce TICAD, précisément, est intéressant parce qu'il va être placé comme le colloque qui nous réunit dans un contexte qui est en transition, un contexte international qui subit plusieurs mutations, plusieurs tensions également, qui sont aussi bien d'ordre pandémique, et nous sortons peu à peu, souhaitons-le, de cette pandémie universelle, que d'ordre technologique, parce que le gap entre les régions du monde n'est pas comblé pour le moment, et puis il existe bien entendu des mutations géopolitiques et géoéconomiques dont ces nouvelles routes sont un des marqueurs émergents. Notons d'abord une chose à propos de ce TICAD, c'est qu'il considère à la base que l'Afrique est l'une des zones les plus prometteuses du XXe siècle. Il fait ceci tout en n'ignorant pas les différents défis qui se présentent à l'Afrique, qui sont notamment
la pauvreté, mais également le manque de ressources financières et techniques et certains problèmes bien évidents de gouvernance. L'Afrique a un potentiel reconnu. L'Afrique est un grand fournisseur de matières premières et aujourd'hui également un fournisseur d'énergie fossile. Cela explique l'intérêt croissant des économies asiatiques, qu'elles soient chinoises, indiennes ou japonaises, pour ce continent que l'on peut considérer comme émergent si l'on considère cette promesse économique pour le XXe siècle que représente l'Afrique. Par parenthèse, je me permettrai de rappeler à votre attention que le mot Afrique trouve son étymologie dans la Tunisie antique, qui a été ainsi nommée par les Romains. La Tunisie antique avait une région qui se nommait Friga, et ce mot de Friga a été latinisé et a donné la forme Africa, qui a fini ensuite par représenter l'ensemble du continent. Ceci pour dire que la Tunisie, berceau du nom Afrique, a également une présence et une activité économique en Afrique. Nous n'allons pas entrer dans ce détail, mais plusieurs entreprises tunisiennes travaillent dans toutes les régions de l'Afrique, du Tchad au Sénégal, en passant par le Kenya, et donnent une dimension intéressante justement au redéploiement de l'économie tunisienne. Toutefois, avec le TICAD numéro 8, celui qui se tiendra en 2022 en Tunisie, l'insertion de l'Afrique dans une chaîne globale sera probablement à l'ordre du jour. Cette chaîne globale est actuellement connue sous un acronyme un peu barbare, il faut le dire, et difficile à prononcer, c'est le CGRITS, qui représente la chaîne globale de recherche, d'innovation, de technologie et de savoir. Cette chaîne globale a un impact fondamental sur ce que nous pouvons qualifier de dimension soft du développement. C'est dans cette direction-là, dans le software en quelque sorte, que cette chaîne globale va investir et tenter d'inclure l'Afrique dans un mouvement saisissant et dans un mouvement qui prend son départ actuellement au Japon précisément. Donc une dimension soft pour le développement, c'est-à-dire une consolidation des bases de ce développement et une capacité renouvelée pour tous les différents secteurs des économies nationales pour pouvoir s'insérer dans une économie harmonisée et une économie qui répond à ces mutations technologiques, géopolitiques et géoéconomiques. 3 points, 3 plaidoyers qui aujourd'hui sont d'actualité pour ce TICAD qui devra se tenir bientôt à Tunis. Premièrement, l'élargissement du partenariat scientifique et technologique entre le Japon notamment, les économies asiatiques, mais aussi la Tunisie et l'ensemble du continent africain. Le deuxième point est d'une grande importance puisqu'il s'agit de mobiliser les capacités d'innovation qui sont aujourd'hui sous-utilisées. Parce que, effectivement, aujourd'hui, l'un des défis majeurs de l'Afrique, c'est de s'insérer dans la grande mutation technologique en cours. Et nous sommes en train de voir beaucoup d'efforts qui sont faits dans ces directions-là pour que nous puissions parler d'une Afrique connectée et inclusive. Il faudra peut-être attendre encore un peu, mais en tout cas, la réflexion est entamée en termes d'innovation et de technologie, bien entendu, et de savoir. D'autre part, il faut bien noter que toute cette approche repose également sur la réalisation des objectifs de développement durable qui sont inscrits dans l'agenda 2030 des Nations Unies. Et donc, nous sommes dans une approche prospective, dans une approche qui nous projette jusqu'à ce seuil de 2030 et qui va plus loin jusqu'à 2050. Et d'ailleurs, dans votre réflexion sur la mondialisation, il est intéressant de constater que vous avez proposé les deux termes de bilan et de devenir. En termes de bilan aujourd'hui et sur fond de pandémie, nous avons effectivement concentré nos regards sur la réaction des États, sur les réactions des ensembles d'États également qui ont eu à harmoniser leur politique. Et d'autre part, nous constatons aujourd'hui qu'en termes de mondialisation, il y a des approches et des stratégies à rebours qui permettent aujourd'hui de sortir d'une mondialisation qui soit européo-américano-centrée pour aller
vers une mondialisation plus harmonieuse. Le terme de globalisation, qui a été très utilisé dans les années 90 et au début du XXIe siècle, est aujourd'hui plus vrai que jamais, et je pense que le terme qui n'est pas tout à fait inscrit dans le dictionnaire français va faire son entrée dans le dictionnaire après avoir fait son entrée dans le langage courant. Donc une globalisation qui est en cours, une globalisation qui accorde une grande place à l'Afrique, et également une globalisation qui peut avoir, dans certains cas, pour épicentre les économies asiatiques, et donc une Weltanschauung, une vision du monde qui soit promue par l'Asie également, ce qui constitue un changement, en tout cas un début de tournant majeur dans notre réflexion sur le monde en général. La pandémie a été redoutable, bien évidemment, elle a été un moment difficile, nous n'en sommes pas complètement sortis, mais cela a permis de régénérer certaines approches, et cela a permis aussi de constater de visu que le monde était un globe et que toutes les économies, toutes les réalités étaient solidaires. Voilà donc quelques réflexions pour permettre d'ouvrir quelques pistes et de constater l'importance stratégique de ces routes de la soie et de ces routes économiques qui sont en train de naître à partir de l'Asie, de constater en quoi elles sont en train de renouveler les approches et en quoi elles sont en train de donner de nouveaux équilibres au monde. Je conclurai pour ne pas être trop long, parce que je sais que ces interventions sont toujours difficiles virtuellement. Je conclurai en rappelant une chose, une vérité que nous a apprise le grand historien français Fernand Braudel. Il nous a expliqué comment la découverte de l'Atlantique avait marginalisé la Méditerranée. La Méditerranée, berceau de l'humanité, où toutes les grandes transactions, tous les grands échanges humains avaient eu lieu depuis la nuit des temps. Et cette Méditerranée a laissé la place à un océan Atlantique où l'Europe et l'Amérique se faisaient face et qui était devenu le centre de tous les flux nerveux de la planète pour plusieurs siècles. Aujourd'hui, nous constatons que la redécouverte du Pacifique, qui est aujourd'hui le lieu où se font face toutes les grandes économies, est en train d'ouvrir de nouveaux horizons géopolitiques et en train également de bouleverser en quelque sorte la cartographie de la mondialisation, ses enjeux et ses approches. Voilà donc, c'est sur cette image, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre et Mesdames et Messieurs, que je voudrais terminer cette brève intervention et essayer de vous présenter le TICAD 8 qui aura lieu en Tunisie en 2022 et à partir de cela, essayer de nous insérer dans cette perspective asiatique, ce regard asiatique sur le monde. Je vous remercie pour votre attention et pour votre patience. Merci beaucoup, Monsieur Bourial. Vous avez exposé une dimension qui était bien traitée hier par le sénateur Lumia et d'autres, où il faut comprendre que la Méditerranée de Fernand Braudel a un autre défi à prendre, être le centre de la nouvelle dimension de l'Orient, qui à travers le double Suez peut refaire de la Méditerranée un élan de la culture, de l'économie, des transports, etc. Donc vous êtes parfaitement aligné sur ce qui va être les conclusions de cette colloque et je vous remercie vraiment beaucoup. Maintenant, on parle toujours, il faut avoir une vision soit politique mais surtout scientifique. C'est à lui que je donne la parole pour la thématique Focus Covid-19 Actualité. Professeur Pericone, a vous la parole. Grazie, un saluto a tutti e un ringraziamento. Penso che è opportuno, visto l'argomento fondamentale delle correlazioni a livello commerciale e globale, puntualizzare anche l'aspetto del Covid-19, qual è lo stato attuale. Perché lo stato attuale? Perché noi, quando all'inizio del 2020 ci trovavamo di fronte a questa pandemia, è apparso subito che questa pandemia era una delle tragedie del 2020 e del futuro.
Si è pensato inizialmente che la semplice produzione di vaccini, che poi non sono vaccini, potesse risolvere il problema. Essenzialmente il problema era fondato su un nuovo tipo di vaccino. Questi vaccini ha essenzialmente fondamento producendo attraverso l'mRNA, attraverso il DNA eccetera, la produzione di anticorpi anti-spike. Vado a tradurre. Alors, le professeur Perricone, il dit qu'il est très important aujourd'hui de donner des informations sur l'actualité du Covid. Il a dit qu'au début de l'année 2020, le monde il est pris par la plus grande pandémie du siècle, qui immédiatement a pris les dimensions comme une guerre contre un ennemi invisible. On a programmé très vite un vaccin, excusez-moi, basé sur la nouvelle technologie et sur l'utilisation de la mRNA messager et sur un vecteur viral qui contient une séquence de DNA, mais qui encore aujourd'hui, il est dans une phase d'expérimentation et les résultats sont tout à fait vérifiés comme Monsieur le ministre il a dit hier. Allora, noi a questo punto pensavamo, ipotizzavamo che avevamo risolto la problematica globale. Anche dietro lo stimolo e i consigli dell'EMA, che è un'organizzazione mondiale, European Medicine Agency, anche loro hanno ritenuto opportuno una ricerca e un tentativo di ipotizzare un vaccino cosiddetto ideale. Questo vaccino ideale essenzialmente era fondato come punto base la produzione di anticorpi selettivi, anticorpi neutralizzanti e vari tipi di anticorpi di una certa utilità. Donc, le professeur Perricone dit qu'il est nécessaire une collaboration au niveau de la planète pour un vaccin idéal, parce que c'est absolument nécessaire de programmer pas plusieurs vaccins, mais seulement un vaccin, comme il y a déjà dans toutes les autres maladies, il y a beaucoup d'années qui sont ici, qui peut être à la disposition de toutes les populations, de tout le monde, les plus pauvres, les plus riches, en éliminant les pères qui aujourd'hui ils sont dans tout le monde et où tous les hommes et les femmes de la planète sont plongés. Et aujourd'hui, les vaccins qui sont sur la place ont des différentes réponses au niveau de l'individu. Mais la chose importante, c'est vérifier la réponse immunitaire dans chacune des personnes du monde, qui est différente de personne a personne. Allora, a questo punto, già dall'inizio della pandemia, personalmente avevo suggerito di focalizzare la nostra attenzione su due aspetti fondamentali, ovvero sia sulla risposta immunitaria e soprattutto nella valutazione globale, perché noi sappiamo ancora oggi in Italia, non solo negli altri paesi, è fondato essenzialmente sulla ricerca degli anticorpi, ovvero sia un test essenzialmente serologico. Ormai è risaputo che fondamentalmente noi abbiamo una doppia immunità, la cosiddetta immunità sierologica e la immunità citologica. L'immunità citologica si serve essenzialmente dell'aiuto o ausilio della
ottimizzazione linfocitare. In che senso? Alors, professeur Perricone, il dit qu'il y a des thèmes fondamentaux à mettre sur place. La réponse immunitaire de chacun individu et l'évaluation globale dans cette dimension. En Italie, il y a la méthodologie de la recherche des anticorps à travers un système d'évaluation sérologique du sang. Mais chacun individu, il a des immunités. Une immunité sérologique qui c'est du sang et une immunité cytologique. C'est-à-dire, il sera bien que dans tout le monde, avant de faire des vaccinations, on puisse demander à chacun d'entre nous de faire des examens pour vérifier notre état, soit dans la dimension des anticorps, soit dans la dimension en général du système immunitaire. In particolare questo studio comprende non soltanto lo studio dei linfociti che sono fondamentali ai fini dell'immunità, ma soprattutto ci dà il quadro completo dello stato immunitario. Difatti, in base a questi parametri è possibile valutare e mettere in evidenza 3 stadi immunitari. Quello che noi diciamo normo funzionante e quindi ci dà la certezza e la sicurezza che un'eventuale vaccinazione abbia una buona risposta. Uno stato ipofunzionale, ovvero sia quando eventualmente nello studio abbiamo un'inversione dei cosiddetti linfociti C4 e C8 che sono un helper suppresso. Quando si ha un'inversione è chiaro che c'è la prevalenza del sistema di soppressione. Un altro fondamentale elemento sono 2, essenzialmente quella del cosiddetto gruppo dei natural killer, che sono linfociti che ci danno la cosiddetta immunità innata. In ultimo, 2 fondamentali aspetti. Il CD19 che è responsabile della produzione delle immunoglobuline e quindi dell'attività anticorpale, la cui quantizzazione normale ci dà la certezza di essere sicuro che l'organismo risponde in maniera adeguata. Alors, professeur Perricone, il entre dans des détails, mais je voulais vous les expliquer dans une manière plus simple. C'est-à-dire, c'est normal que dans une dimension d'émergence, on ne peut pas entrer dans les détails. Donc, la vaccination est générale, elle va sauver des vies et c'est indispensable de la faire. Mais, si on entre dans les détails, il y a des problèmes qui se vérifient aujourd'hui en Grande-Bretagne, en Angleterre, à Israël et partout. Parce que la réponse de la vaccination n'est pas la même entre les individus. Et alors, il sera bien, dans le futur, nous sommes obligés à refaire les vaccins, de vérifier quel est notre état de santé dans la dimension de la production d'anticorps. Et ça, on le fait avec une analyse du sang, avec le panneau, le cadre lymphocytario, des lymphocytes qui sont notre première immunité. Si nous avons la fièvre, c'est comme des militaires qui vont à nous arrêter notre ennemi. Avec cette analyse, nous pouvons avoir 3 réponses. Si nous avons la normalité dans la production des anticorps, alors ça va bien, et aussi le vaccin va être pour nous bien. Si au contraire il y a une production majeure ou mineure, il y a des problèmes qu'il faut identifier parce qu'on peut avoir des situations même graves qui peuvent apporter à des problèmes sérieux
pour qui veut faire le vaccin. Est essentiel de vérifier le groupe des natural killers, qui sont les anticorps que nous avons et qui normalement nous arrêtent tous les ennemis qui veulent rentrer entre nous. Mais aussi, il faut faire l'analyse des immunoglobulines du sang parce que c'est là qu'il y a le mécanisme de production des anticorps. En gros, il est indispensable, c'est ça la conclusion de cette première partie de l'intervention du professeur Perricone, qui, avant de faire la troisième dose, de vérifier d'autres choses, etc., c'est important d'introduire, pas l'obligation, mais l'indication de dire, avant de vous faire le vaccin, c'est bien que vous pouvez aussi vérifier votre état de production d'anticorps. Comme ça, on peut faire comme une bête sur mesure la situation et vérifier quelle est la réponse. Inoltre, s'il vous plaît, vous devez éteindre le micro. S'il vous plaît, monsieur Abbès. Ok, merci. Allora, inoltre una delle ultime scoperte e fattibilità delle indagini è quello della cosiddetta attivizzazione del gruppo di linfociti T8 attivati. È recentissima questa informazione, ma è fondamentale No, sono loro che devono disattivare. S'il vous plaît, vous devez. Abbesse, fermez votre micro, s'il vous plaît, parce qu'on ne peut pas continuer les travaux. Hello! Hello! Ma se faccio così? No, non sentiamo noi. Anche a loro? No, No, loro non sentono noi più. Non mi interessa, anche a me. E allora può pure disattivare qua l'audio un attimo. Può pure disattivare un attimo l'audio a Sandro. dell'attivizzazione e la quantizzazione del gruppo dei linfociti che cosa corrispondono ai cosiddetti linfociti T8 attivati. Attivati che sono espressione dell'attivazione della produzione di questi linfociti. Tanto è vero che fino a poco tempo fa noi non ci spiegavamo del perché delle cosiddette patologie asintomatiche. Le patologie asintomatiche non sono nient'altro correlate alla produzione di linfociti T8 attivati che già all'inizio della virosi e quindi del Covid riescono a bloccare la produzione, l'evoluzione, per cui hanno sì la patologia, però fortunatamente anche senza anticorpi. Ma è un aspetto che non viene assolutamente studiato, messo in evidenza nei normali laboratori, perché ancora oggi a livello globale, soprattutto in Italia, non viene assolutamente preso in considerazione. Alors, le professeur Perricone, il souligne encore une fois que c'est très important de faire des examens de chaque individu. Par exemple, quelqu'un d'entre nous, le professeur Pasquale Gallifuoco, il a fait 2 doses de vaccin, n'est pas pu venir aujourd'hui parce qu'il a eu la Covid. Il a fait des analyses et il n'a pas produit beaucoup d'anticorps. Donc, ce n'est pas automatique faire la vaccination avec la production des anticorps. Comme aussi, qui est asymptomatique, c'est parce qu'une catégorie des anticorps qui produit notre corps, qui s'appelle T8 activés, sont tellement normales et cohérentes
qui, quand arrive le virus, ils sont capables, eux-mêmes, sans aucune intervention extérieure, d'arrêter le virus entre nous. Mais le professeur Perricone, avec lui, d'autres experts, il suggère à la politique et aussi au système sanitaire de tout le monde de promouvoir pas seulement la vaccination tout court, mais du moment que nous devons vivre avec ce virus, de promouvoir un check-up chacun d'entre nous pour vérifier son système immunitaire. Parce que ce qui s'est passé, par exemple, qui, même s'ils sont très rares, mais les décès après le vaccin sont dus parce que les gens qui ont fait le vaccin n'ont pas jamais fait des analyses de leur système lymphocytaire, de leur système de la thrombose, on dit thrombose, etc. Et alors, même si on est obligé aujourd'hui, et nous sommes conscients de ça, que c'est le grand nombre à faire, donc même si sur 2 milliards de vaccins vont mourir 10 000 personnes, c'est mieux d'avoir sauvé 2 milliards, même s'ils sont morts, etc. Mais aujourd'hui, même pour une éthique, il faut donner l'indication de comment prévoir et comment anticiper les effets négatifs d'une vaccination avec des examens que dans tout le monde on peut faire avec des simples examens du sang. Et surtout, des typologies anticorpales peuvent nous aider à faire le meilleur vaccin sans avoir des effets qui ne sont pas absolument positifs. Michele, vedi che quando ha parlato di asintomatici si è riferito non agli anticorpi, ma ai linfociti. Sì. No. Justement, le professeur Sammartino dit que les asymptomatiques ne sont pas des anticorps, ma sono le cellule, sono le tiossidi. No, assolutamente. Un altro aspetto fondamentale e importante è quello che ormai è risaputo degli effetti protrombotici durante il Covid. Un dato assodato. A questo punto mi si chiedo perché non vedere se il soggetto ha una predisposizione genetica alla trombosi, perché esiste un altro campo, il campo della cosiddetta trombofilia genetica. La trombofilia genetica è correlata a delle varianti relativamente geniche di alcuni fattori della popolazione. Sappiamo addirittura che l'incidenza di questi fattori varianti sono essenzialmente correlate a addirittura il pannello trombofilico è formato da 11 variabili, però noi per una questione di fattibilità abbiamo messo in evidenza la necessità di valutare essenzialmente quello che avevano più incidenza a livello europeo e più incidenza come effetti collaterali trombotici, e che sono essenzialmente il fattore quinto, l'EDEN, e il fattore secondo, che sono addirittura in Europa hanno un'incidenza intorno al 5%, quindi un'altissima percentuale che addirittura diventa ancora più mortale qualora addirittura noi ci troviamo di fronte allo stato omozigoti. Quindi gli eritrozigoti hanno un alto rischio, gli omozigoti super rischio e quindi necessità di intervenire e fare eventualmente una terapia preventiva. Alors, professeur Perricone nous explique qu'il faut identifier aussi la dimension de la thrombose. On dit comme ça, Mohamed, thrombose. Oui, thrombose, oui. Parce que il y a le 5% de la population en Europe qui a
des facteurs positifs de prédisposition à la thrombose. Il s'agit de facteurs très importants qui nous demandent de faire une analyse très ponctuelle. Donc, aujourd'hui, même après la vaccination, l'une des complications les plus importantes, comme je disais avant, c'est la thrombose. Et nous avions déjà suggéré d'étudier des variantes dans la phase de pré-vaccination, parce que la majorité des cas de décès après la vaccination a eu avec un phénomène de thrombose. Certaines variantes des facteurs de coagulation nécessitent un dépistage de la thrombophilie génétique, en se limitant aux essentiels, c'est-à-dire qui présentent les risques les plus élevés et aussi les plus répandus. Qu'est-ce que la thrombophilie génétique? Il s'agit, il a dit le professeur Pericone, d'une prédisposition génétique héréditaire caractérisée par un risque accru de thrombose. Elle est due à des mutations génétiques qui sont vérifiables à travers des analyses sur les facteurs suivants. Le facteur numéro 2, c'est la prothrombine. Le facteur 5, on nomme aussi facteur 5 Leiden, et le gène MTHFR. Comme j'ai dit, il y a entre le 3 et le 7% de la population européenne qui a ces facteurs génétiques présents. Et alors, il est important, indispensable, dans cette phase successive à une vaccination majoritaire, d'entrer dans les détails parce qu'il s'agit de sauver des vies humaines avec un simple examen du sang. L'interaction de plusieurs facteurs mutés entraîne un risque accru de thrombose, non pas comme la somme des risques individuels, mais en termes multiplicatifs. C'est-à-dire, si une personne a pas seulement le facteur 5 de Leiden positif, mais il s'ajoute des autres, le risque n'est pas double, mais 4 fois en plus. L'analyse de cet élément permet d'identifier les individus porteurs d'une mutation spécifique en hétérozygotie ou en hémozygotie. Il serait souhaitable que les personnes également affectées par l'une des deux variantes à plus haut risque envisagent sérieusement une prophylaxie pendant une période limitée avant et après la vaccination, avec une héparine de faible poids moléculaire. Je vais faire un exemple, même si c'est exceptionnel. Ma cousine de 47 années, c'était en bonne santé, elle a adhéré à AstraZeneca Day. Elle était professeure à l'école, elle est avec tous ses collègues à se faire la vaccination, et 3 jours après, elle est décédée. Les parents ont obligé de faire l'autopsie, on a trouvé qu'elle avait cette prédisposition génétique. Dans ce cas, même si exceptionnel, elle était suffisante de faire des héparines 3-4 jours avant, et peut-être qu'elle aurait sauvé la vie. Donc, tout en disant il faut se vacciner, tout en disant les vaccins sauvent les vies, mais maintenant il faut entrer dans des détails, parce qu'il s'agit de pouvoir sauver des vies humaines avec simplement des analyses de sang. Donc, si les États vont payer milliards et milliards d'euros pour les vaccins, pour les tampons, pour les choses, ils doivent mettre en place des petites sommes d'argent pour autoriser les individus à se faire cet examen, qui en partie en Italie on ne paye pas, d'autres parties il faut les payer, mais il faut le mettre à la dimension de tout le monde. Allora, inoltre, globalmente si è in maniera ancora fattiva e produttiva il tentativo di trovare dei farmaci che potessero aiutare. Allo stato attuale non abbiamo ancora nessuna certezza, però è di ultime settimane la scoperta da parte della Merck, che è una farmaceutica,
della cosiddetta farmaco molnupiravir, che sembra avere una riduzione sulla mortalità e addirittura migliora il quadro dei rischi post, ed è soprattutto nei soggetti che non hanno ancora fatto il vaccino. È una speranza e ha tutto ancora da verificare, ma sicuramente è interessante, molto positivo. Professor Perricone, il dit qui parle d'un appel à la coopération de tous les peuples, il y a aussi des espoirs sur les nouveaux médicaments, comme celui de la maison Merck qui a fait un médicament qui s'appelle Lupiravil et qui, il semble, qui va sauver les vies simplement avec un médicament qu'on peut prendre comme aspirine et comme les autres comme ça. Donc il dit qu'il faut être bien dans l'espoir parce que dans les prochains mois on va avoir des résultats, mais surtout c'est une affaire éthique de traiter l'homme pas comme un nombre, un million d'hommes, mais avoir une identification. L'ultimo e fondamentale, e bisogna dare merito alla Fondazione, che insieme ai suoi esperti ha sottolineato la necessità non più procrastinabile di un vaccino sicuro e accessibile a tutti. Perché questo? Perché non dobbiamo pensare che con la sola vaccinazione abbiamo risolto, anche valido, abbiamo risolto il problema. Il nostro problema è un problema globale, per cui dobbiamo cercare di garantire a tutta la popolazione, non stimolato da un fondamento economico, ma da un fondamento scientifico, che ormai dobbiamo mettere in mente che questa pandemia ha una tale diffusione che ci sfugge, e fino a quando non abbiamo fatto una teorica vaccinazione veramente di massa, il rischio persiste e come una miracolo sulla nostra testa. Le professeur Perricone, il a dit que c'est très important d'étudier du point de vue de la science cette dimension. Avec notre fondation, le professeur Perricone, qui était membre du Conseil supérieur de la santé italienne, était directeur d'un hôpital pour enfants qui s'appelle Pausilipol, de toutes les parts d'hématologie de sang. Il a aidé beaucoup d'enfants pour 40 ans de sa vie. Donc c'est une personnalité très humaine, comme des autres médecins, les professeurs qui sont dans la salle, le professeur San Martino et d'autres. Ils sont des médecins de notre catégorie. Les autres sont devenus des stars qui traitent les hommes comme des nombres. Bon, ça c'est ma parenthèse. Nous avons voulu, il y a déjà une année et demie, faire plus de 14 conférences sur la Covid, avec le professeur Perricone et d'autres experts, et la conclusion c'est la suivante. Il est très important de convaincre les États que la vaccination c'est une affaire éthique et c'est une affaire qui doit être mise en place pas pour le gagne des Big Pharma, mais pour aider l'humanité. Je vous dis seulement un nombre. Pfizer, 2019, a gagné 24 millions d'euros. Il va conclure le 2021 avec 1,750 milliard d'euros. Simplement, ces nombres vous donnent la dimension de tout cela. Et alors, c'est bon pour l'émergence, c'est bon pour tout, mais il faut soutenir une recherche qui puisse certifier un vaccin qui peut et doit être donné à tout le monde, surtout aux peuples qui n'ont pas de l'argent. Je ne sais pas en Tunisie quel est le pourcentage, mais
Combien 45. Et alors, c'est pas correct qu'en Italie, c'est le 90%. En Afrique, c'est moins de 5%. Et oui, et au 5%. Donc, ça, c'est ça que le professeur Perricone il a donné sa bataille et ses efforts. Alors, le message de cette conférence, c'est en synthèse un vaccin idéal pour tout le monde, qui puisse être fait à tous les peuples, les plus riches et les plus pauvres, parce que nous sommes connectés. Donc, c'est pas intérêt d'avoir qui est au 5%, au 40%, au 90%. Tout le monde doit avoir le vaccin. Il vous remercie beaucoup et il est à disposition. C'est son test en français que je vais l'imprimer et je vais vous le donner avec tous les modifications qu'il a fait. Je partirai d'un petit rappel que nous sommes dans la 4e révolution industrielle et que après le charbon, le pétrole, les circuits imprimés, aujourd'hui c'est la donnée qui est devenue le nouveau moteur du développement et la nouvelle source de puissance économique. Cette puissance repose essentiellement sur la capacité à récolter, croiser et analyser les données massives qu'on appelle Big Data, en vue d'en extraire les connaissances stratégiques pour une prise de décision la plus rationnelle possible. Ceci nous fait dire que le Big Data va changer la vie des États, la vie des entreprises, la vie des individus, et que la puissance de ces données massives, c'est de pouvoir convertir des données en apparence anodines en des clés principales de prise de décision. Ces données peuvent être aussi bien de nature personnelle, professionnelle, institutionnelle, et proviennent de différentes sources d'informations circulant sur les réseaux numériques, qu'ils soient sous forme de texte, de vidéo, d'audio, etc. Donc, au jour d'aujourd'hui, une entreprise ou un pays a intérêt à collecter, à traiter ces informations, et ce traitement est devenu beaucoup plus facile avec la numérisation. Le Big Data est devenu donc un outil essentiel à l'exercice du pouvoir, et notre problématique est la suivante. Au plan géopolitique, quels vont être les changements dans les rapports de force entre les grandes puissances et que restera-t-il des souverainetés nationales? Je vais diviser ma présentation en deux parties. D'abord, je vais donner un état des lieux et ensuite, je vais parler des enjeux. Alors, le schéma ci-après montre comment l'évolution est vertigineuse et comment, en l'espace de pratiquement un siècle, nous sommes passés de 8 ans nécessaires pour publier des données de recensement aux États-Unis. Donc en 1880, il fallait 8 ans pour que le recensement soit publiable. La première fois qu'on a parlé d'explosion de l'information, c'était en 1941. L'expression Big Data est apparue en 1997. En 2021, on a commencé à cerner les facteurs qui décrivent ces Big Data, à savoir ce qu'on a appelé les 3V, le volume, la vitesse, la variété. Aujourd'hui, on parle des 6V, puisqu'on a ajouté la véracité. Donc, tout à l'heure, Azouz a parlé justement des fake news, etc. Il faut qu'une donnée soit fiable, soit vraie. La valeur ajoutée qu'on peut apporter grâce à cette donnée. Et puis la vertu, on a parlé de type, et donc il faut qu'elle soit vertueuse. Alors, pour montrer un petit peu l'ordre de grandeur, je vous donne quelques unités de mesure. Donc, un kilo-octet, c'est 1000 octets. Et aujourd'hui, on est passé aux états-octets qui constituent un trilliard d'octets. À titre indicatif, un pétaoctet, donc c'est 10 à la puissance 15 octets. Et Google, l'entreprise Google à elle seule, traite en quelques dizaines de jours des milliers. Et donc, vous voyez le potentiel énorme qu'il y a.
Et cette information, déjà en 2016, disait que 90% du stock existant de données a été produit au cours des dernières années. Donc 2014-2015 a produit 90% du stock des données existant dans le monde. Alors, ce big data va évoluer. Et c'est ça qui est vertigineux et c'est ça qui est impressionnant. Donc si on se place en 2021, donc 2020, le volume annuel de données numériques créées à l'échelle mondiale était de 47 zeta-octets. Donc, je vous rappelle, le zeta-octet, c'est 1000 milliards de gigaoctets. Et on prévoit que d'ici, donc juste 15 ans, on va passer de 47 zeta-octets à 2142 zeta-octets. Et cela à une vitesse énorme. Et comme on a dit tout à l'heure, ça fait gagner énormément d'argent. Donc, 1 minute sur Internet, on voit circuler une masse considérable de données, que ce soit à travers les messages, à travers les téléchargements, à travers le contenu qu'on met en ligne, etc. Et ceci va permettre à certains géants d'avoir des chiffres d'affaires mirobolants. Donc, par exemple, vous avez Amazon, Apple, Google, Microsoft, Facebook, Tesla, Netflix, qui, juste pour le premier trimestre 2021, ont pu réaliser des chiffres d'affaires considérables. Alors, le big data est pour tout et partout. C'est aujourd'hui utilisé dans les industries, le commerce, le gouvernement, la santé, l'éducation. Et en Chine, bon, par exemple, je prends le cas de la Chine parce qu'on va beaucoup parler de la Chine, la construction d'une autoroute qui normalement s'organise entre des bureaucrates ou des entreprises du bâtiment et travaux publics, aujourd'hui ne peut plus se faire sans la présence des entreprises high-tech. Et ces géants de la technologie vont encaisser des profits records. Si on compare le deuxième trimestre 2020-2021, on voit qu'il y a eu des augmentations de l'ordre de 166% par exemple pour Alphabet, qui est la maison mère de Google. Et donc, ce sont des bons, ce ne sont plus une évolution, une augmentation de bénéfices, mais on est en train de faire des bons de géants parce qu'on a compris l'intérêt et les enjeux que présente le big data. Alors, si on regarde un petit peu où se trouvent ces data centers, on voit que les États-Unis sont en première place. Et puis, derrière, il y a le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Canada, etc. Alors, si on regarde la somme de tous ces pays, ils n'arrivent pas à atteindre le chiffre inscrit pour les États-Unis. Alors, si vous remarquez bien, nous n'avons pas ici le classement de la Chine. La Chine est vraiment hors pair. Parce que si les USA ont joué un rôle clé dans la recherche et le développement du big data, la Chine, elle, domine en termes d'application de cette technologie. Déjà, au niveau des experts, en Chine, il y a 60% des experts, alors que les États-Unis ne possèdent que 22,4% des experts au niveau de ces technologies. D'ailleurs, afin de rester compétitifs face à la Chine, les États-Unis, le Japon et l'Union européenne ont formé une alliance en 2019. Alors, quelques données sur la Chine, justement, pour montrer qu'il a le lead au niveau mondial en termes de ressources numériques. Donc, vous voyez là où il y a les flèches. En termes de data, la Chine a pratiquement le triple des États-Unis. Et là où la Chine est en train de se positionner, c'est aussi dans les études sur l'ensemble des comportements économiques et sociaux. Donc,
Là aussi, on voit qu'il y a un écart important avec le second, qui est les États-Unis. Alors, juste pour vous montrer ce que ça veut dire que l'étude des comportements, eh bien, pendant cette crise sanitaire, c'est grâce au Big Data qu'on a su où se déplacer les 5 millions de personnes qui se trouvaient à Wuhan lors donc, du début de la pandémie. Et on a pu capturer et les localiser de façon très précise. Donc voilà l'état des lieux. Nous avons 2 sites, la Chine, les États-Unis, et cela dépasse en termes d'entendement. Donc quand on voit que 10 puissance 15, on ne sait même pas écrire le chiffre, donc cela dépasse notre entendement et notre capacité de réflexion habituelle. Alors, où vont se situer les enjeux? Puisque l'intitulé c'est la gouvernance, d'abord un petit rappel. Qu'est-ce que la gouvernance? C'est la mise en œuvre d'un ensemble de dispositifs, de règles, de normes, de conventions pour assurer une meilleure coordination entre les différents détenteurs de pouvoir afin de prendre des décisions consensuelles. Or, aujourd'hui, la gouvernance des données s'éloigne beaucoup de cette définition idyllique et compte tenu des intérêts divergents et des tensions extrêmes entre les principaux acteurs de cette technologie. On va donc nous acheminer vers un nouveau modèle de gouvernance qu'on va qualifier de numérique. Et face à la montée de cette puissance du modèle de gouvernance numérique, qui se fonde sur le contrôle, la surveillance et l'influence, les outils numériques vont remettre en question notre rapport à la démocratie. Nous sommes donc à la croisée de nombreux enjeux sociétaux et cette crise du Covid-19 en est une illustration parfaite et peut-être que ça sera juste une sorte de répétition générale en miniature et que ce que nous allons vivre dans les prochaines années vont être des crises beaucoup plus sérieuses. Pendant la crise, beaucoup de chefs d'État ont parlé de guerre. En fait, le Big Data, c'était la nouvelle arme, la nouvelle guerre. Les spécialistes s'accordent à dire que le Big Data s'articulera comme un levier qui fera la différence. Les données ne doivent donc plus être comprises comme un sujet juridique et commercial, mais comme un enjeu de politique internationale. La maîtrise des données vont constituer un enjeu de sécurité et de souveraineté pour les États, un enjeu démocratique pour les populations à travers leurs données personnelles, un enjeu de création de valeur pour les entreprises. Alors, une petite carte très sympathique qui redessine un petit peu les contours des États en fonction de leur puissance. Et vous voyez ici l'Afrique, dont on parlait tout à l'heure, comment elle se rétrécit comme un pot de chagrin. Vous voyez le Canada, cette grande superficie qui devient juste un petit trait sur la carte. Et donc, ceci va voir l'émergence de nouvelles puissances et une redistribution des cartes. Et le schéma de droite donc, va vous donner comment les États-Unis vont passer bientôt à la 3e place, déclassés par la Chine, l'Inde, des États comme l'Allemagne, comme la Russie, vont être un petit peu défavorisés et desservis justement par ces nouvelles armes aujourd'hui technologiques. Donc, nouvel enjeu aujourd'hui, c'est la course à l'innovation dans l'intelligence artificielle. Si on regarde un petit peu les entreprises classées en tête, IBM, Samsung, Microsoft, et ensuite, on a une série d'entreprises chinoises. Donc, si on regarde l'Asie, avec Samsung, donc la Corée, on voit que
les États-Unis sont présents uniquement avec IBM, Microsoft et Google. Donc, il va y avoir d'un côté les GAFAM, de l'autre côté les BATS, donc toutes les entreprises chinoises, qui vont se faire la guerre pour voir qui va avoir la première place. Et on devine déjà qui est l'heureux gagnant. Alors, jusqu'où allons-nous y aller? La 2G est apparue en 91, la 3G en 2000, la 4G en 2009 et la 5G en 2019. Aujourd'hui, nous sommes déjà bien avancés dans la course à la 6G et on voit là encore que les États-Unis et la Chine accaparent 75% à peu près du marché. À côté donc de la Corée du Sud, et l'Europe, tout pays réunis, et le Japon. Alors qu'est-ce que c'est que la 6G? Eh bien, elle va avoir la capacité de passer à un Internet décent, c'est-à-dire notamment grâce au toucher, renforcer la disponibilité, la sécurité et la confidentialité. Donc on a parlé tout à l'heure des 6V, donc il faut absolument de la fiabilité. Elle va faire des économies en énergie, permettre de nouveaux usages dans l'économie circulaire, suivre le cycle de vie d'un objet de fabrication jusqu'à son recyclage. Anticiper les événements. Une voiture, par exemple, connectée préviendra lorsque les pneus seront un peu usés et dans les usines, les robots seront capables d'anticiper les commandes. On va donc augmenter aussi les débits à 100 gigabits par seconde. Donc vous voyez que là, et ça va venir, c'est-à-dire que ce n'est pas demain, c'est déjà aujourd'hui. Donc nous sommes confrontés à une situation totalement inédite pour laquelle nous ne sommes pas préparés et pour laquelle surtout nous n'avons pas les moyens de réagir. Cette société de l'information exige des infrastructures, des serveurs, des ordinateurs, des téléphones portables, des satellites et surtout des câbles qui en sont les principales artères. Je vous parlais des enjeux. Eh bien, si on regarde la bataille des câbles sous-marins, pour voir qui possède ces câbles. Parce que transmettre l'information nécessite justement cette infrastructure. Et on voit que c'est toujours les mêmes, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, sont soit des propriétaires exclusifs, soit des copropriétaires. Où passent ces câbles? Donc, la puissance numérique alliée à la robustesse économique des grandes mégapoles numériques constitue une force multilatérale avec laquelle tous les pays du monde doivent désormais compter. Et si on regarde cette carte,